Ce sont les Moai. Ils sont un élément important de l'île de Pâques et du peuple Rapa Nui. Ils sont le symbole de cette île. Il y en a des milliers. Des scientifiques viennent de découvrir la vérité sur l'île de Pâques, les têtes de pierre géantes et les Moai. Celles qui se dressent silencieusement au milieu du Pacifique, tels d'anciens gardiens d'un monde oublié. Et ce qui se cache en dessous, au sens propre comme au figuré, est tout simplement stupéfiant. Cela pousse les archéologues à repenser des siècles d'histoire. Pendant des décennies, on nous a raconté une seule et même histoire. Une civilisation disparue aurait sculpté ces statues, les aurait alignées sur le rivage, puis aurait disparu. Mais aujourd'hui, les scientifiques ont enfin fait le lien entre toutes ces découvertes. Alors, ouvrez l'œil, ne partez pas. Et maintenant, enfin, nous commençons à comprendre pourquoi. Le mystère des statues Moai. Les grandes statues de pierre de Rapa Nui, ces visages immenses et solennels qui contemplent silencieusement la terre et la mer fascinent depuis des siècles. Partout dans le monde, on les a vus, en images, on a lu des livres à leur sujet, ou on a visionné des documentaires qui n'effleurent que la surface de la véritable signification de ces monuments. Mais que savons-nous vraiment d'elles? Et n'est-il pas fascinant que malgré leur statut d'image archéologique parmi les plus emblématiques de la planète, la véritable histoire des Moai, leur nom en langue Rapa, Nui commence seulement à être pleinement comprise. Pour quiconque les découvre pour la première fois, les Moai apparaissent comme les gardiens d'un mystère ancestral. Mais pour les habitants de Rapa Nui, ces statues étaient bien plus que de simples objets. D'après les chercheurs et la tradition orale transmise de génération en génération, ces figures monolithiques furent sculptées entre 1250 et 1500 de notre ère par les premiers habitants de l'île. Elles représentaient non seulement des œuvres d'art, mais aussi de profonds symboles de leur monde spirituel et politique. Les habitants croyaient que ces statues abritaient les esprits de leurs ancêtres, notamment ceux des chefs puissants disparus. On pourrait se demander comment des pierres pourraient abriter des esprits. Mais pour les Rapa Nui, il ne s'agissait pas de superstition, mais d'une vérité sacrée. Les Moai étaient perçus comme les visages vivants d'ancêtres divinisés, ce qui se traduit magnifiquement dans leur langue par l'expression « Aringa ora ata tapuna ». La croyance voulait qu'à la mort d'un chef, son esprit ne disparaisse pas simplement, mais s'incarne dans le Moai érigé en son honneur, continuant de protéger la terre et le peuple veillant sur l'agriculture, la fertilité et la paix. Nous avons tous entendu parler des mystérieuses statues de l'île de Pâques, mais saviez-vous que les scientifiques ont enfin percé leur secret qui les a construites? Pourquoi ont-elles été placées à cet endroit précis? Et surtout, quels secrets cachent-elles depuis des siècles? Cette découverte pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir. Restez jusqu'à la fin, car le plus grand rebondissement est totalement inattendu. Alors, qui a sculpté ces statues remarquables? Chaque Moai a été commandé par un clan ou une famille, et des équipes d'experts tailleurs de pierre, sous la direction d'un maître sculpteur, se sont attelés à la tâche avec précision et minutie. Il ne s'agissait pas de simples ouvriers taillant la pierre, mais d'artistes et d'ingénieurs, faisant preuve d'une habileté incroyable malgré le peu d'outils à leur disposition. Dépourvus d'outils en métal, ils utilisaient uniquement des outils de pierre appelés toki, pour façonner les statues à partir de cendres volcaniques compressées, connues sous le nom de touf, provenant principalement de la carrière de Rano Raraku. Imaginez le niveau de savoir-faire et de patience requis pour sculpter la pierre de cette manière, jour après jour sous le soleil. C'est le genre de dévouement qu'on rencontre rarement, quelle que soit l'époque. Et bien que l'on appelle souvent ces statues les têtes de l'île de Pâques, cette appellation est en réalité trompeuse.
Saviez-vous que la plupart de ces figures ont en fait un corps entier? Et oui, leur tête est effectivement imposante, représentant environ les 3/8 de leur hauteur totale. Mais ce ne sont pas que des têtes. La plupart des Moai sont des statues complètes avec un torse, des bras et des mains disposés harmonieusement le long du corps. Une statue moyenne mesure environ 4 mètres de haut et pèse entre 10 et 12 tonnes. Mais certains sont encore plus imposants. Un Moai particulièrement grand, connu sous le nom de Paro, culmine à 10 mètres et pèse un poids colossal de 82 tonnes. Et tenez-vous bien, une statue inachevée, encore gisant dans la carrière, aurait atteint la hauteur incroyable de 21 mètres si elle avait été terminée. Vous imaginez la taille de ça? C'est presque inconcevable que des gens, il y a des siècles, sans machines modernes, aient pu réaliser une telle chose. Autre détail remarquable, les yeux. Certains Moai avaient des yeux en corail blanc, avec des pupilles en scories rouges ou en obsidienne noire. Ces yeux n'étaient pas qu'un simple ornement. Ils revêtaient une profonde dimension spirituelle. On pensait que les statues s'activaient lorsque les yeux étaient ajoutés. Et parfois ces yeux étaient retirés pour certains rituels. Réfléchissez-y un instant. Ce n'étaient pas de simples pierres pour les Rapa Nui. C'étaient des objets spirituels, traités avec respect et délicatesse. Mais la découverte la plus surprenante est peut-être survenue il y a peu de temps. Pendant des décennies, la plupart des gens ont cru que les Moai n'étaient que des têtes principalement, parce que, eh bien, c'est ce qu'on voyait sortir du sol. Mais en 1914, et plus particulièrement au cours des dernières décennies, les archéologues ont entrepris des fouilles plus profondes et ont découvert que le torse de nombreuses statues était entièrement enfoui sous la terre. Que s'est-il donc passé? Pourquoi ces corps ont-ils été enterrés? Ce n'était pas intentionnel. Au fil des siècles, l'érosion naturelle, la sédimentation et les changements environnementaux ont lentement recouvert la partie inférieure des statues. C'est ainsi qu'est née l'image de la tête seule que beaucoup conservent encore aujourd'hui. De récentes fouilles menées par le projet de restauration des statues de l'île de Pâques ont non seulement mis au jour les corps enfouis de plusieurs Moai, mais ont également révélé d'incroyables gravures et pétroglyphes sur leur dos des œuvres d'art protégées sous terre depuis des siècles. N'est-il pas fascinant de réaliser combien d'histoires nous n'avons pas encore pleinement percées à jour même lorsqu'elles étaient sous nos yeux? Ces statues sculptées il y a si longtemps continuent de murmurer des histoires du passé à ceux qui veulent bien les écouter. Et même aujourd'hui, malgré toutes nos technologies et nos recherches, la pleine signification, la finalité et la civilisation qui les a érigés restent encore quelque peu mystérieuses. Mais une chose est sûre, les Moai ne sont pas de simples rochers géants parsemant une île isolée. Ce sont des monuments à la gloire d'un peuple aux convictions profondes qui a honoré ses ancêtres dans la pierre et qui a laissé un héritage qui continue de susciter l'émerveillement et la curiosité à travers le monde. Comment les statues ont été déplacées? Pendant de nombreuses années, l'un des mystères les plus troublants de l'archéologie a concerné un événement tout à fait inhabituel. Comment diable les habitants de l'île de Pâques ont-ils réussi à déplacer ces gigantesques statues de pierre, les Moai, à travers toute l'île sans l'aide d'outils modernes? Imaginez un instant, ni roues, ni grues, ni chevaux, ni bœufs. Juste des centaines de ces figures imposantes, certaines pesant jusqu'à 90 tonnes, dressées à des kilomètres de la carrière où elles ont été sculptées. Comment une petite communauté d'insulaires anciens aurait-elle pu réaliser un tel exploit? Cette question fascine chercheurs et rêveurs depuis des générations. Lorsque les scientifiques ont commencé à s'interroger sur la manière dont les Rapa Nui, peuple autochtone de l'île de Pâques, avaient déplacé les Moai, ils ont été confrontés à une avalanche de théories.
Certaines étaient logiques, d'autres beaucoup moins. On a avancé toutes sortes d'explications des traîneaux en bois au tronc d'arbres, qui roulent en passant par l'intervention divine ou même les extraterrestres. Oui, les extraterrestres. Certains des premiers théoriciens, comme Erich von Däniken, étaient convaincus que des êtres extraterrestres avaient contribué à façonner et à déplacer les statues. Pourquoi? Parce que selon eux, les statues étaient tout simplement trop parfaites, d'une précision mathématique irréprochable, d'une symétrie élégante et d'une taille colossale. Les hommes préhistoriques auraient-ils vraiment pu réaliser de telles œuvres seuls? C'était la question que tout le monde se posait. Mais aussi fascinante que puisse paraître l'hypothèse extraterrestre, certains ont toujours cru que la véritable explication était bien plus réaliste et bien plus humaine. Parmi les hypothèses les plus réalistes, l'une des plus courantes suggérait que les Moai étaient couchés à plat et traînés sur de grands traîneaux sur des rouleaux de bois. Mais même cette explication soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Le relief accidenté, vallonné et rocailleux de l'île ne rendait-il pas cette méthode quasi impossible? De plus, les forêts de Rapa Nui n'étaient que pas abondantes et de nombreux chercheurs estiment que la déforestation y était déjà un problème. Comment auraient-ils pu déplacer des dizaines, voire des centaines de statues sans détruire leur propre écosystème? Certains calculs suggéraient qu'il faudrait jusqu'à 150 personnes pour traîner une seule statue avec cette méthode. C'était une explication possible, certes, mais pas vraiment efficace. Puis, une nouvelle idée a émergé, et si au lieu de traîner les statues, ils les avaient tout simplement fait marcher. À première vue, cela pourrait ressembler à de la science-fiction ou à une mauvaise interprétation du mythe. Mais dans les années 1980, un explorateur nommé Thor Heyerdahl et un ingénieur du nom de Pavel décidèrent de mettre cette idée à l'épreuve. Ils utilisèrent des cordes et un groupe de volontaires pour faire osciller une réplique miniature de la statue d'un côté à l'autre, un peu comme on déplace un réfrigérateur sur le sol. À la surprise générale, cela fonctionna. Ils estimaient qu'une équipe plus importante pouvait déplacer un Moai grandeur nature sur plusieurs centaines de mètres en une journée grâce à ce mouvement de balancier. Pourtant, certains experts restaient sceptiques. Était-ce vraiment ainsi que les Rapa Nui procédaient? Ou s'agissait-il simplement d'une reconstitution moderne ingénieuse? En 2012, la donne a radicalement changé. Les archéologues Terry Hunt et Carl Leipold ont décidé d'aller plus loin. Ils ont créé une réplique en béton de 5 tonnes d'un Moai et entrepris de tester plus rigoureusement la théorie de la marche. Avec seulement 3 cordes et une équipe de 18 personnes, ils sont parvenus à faire bouger la statue en position verticale sur une surface plane en la balançant d'un côté à l'autre. Pas besoin de traîneaux de rondins ni de technologie extraterrestre, un simple jeu d'équilibre et de rythme suffisait. Plus fascinant encore était le design même des Moai. La base des statues était légèrement incurvée et leur corps penchait un peu vers l'avant. Des caractéristiques de conception rendraient leur déplacement non seulement possible, mais probablement intentionnel. Se pourrait-il que les sculpteurs antiques aient conçu ces statues précisément pour être déplacées de cette manière? Hunt et Leipold en étaient convaincus et de nombreux universitaires ont commencé à partager cet avis. Ce qui semblait autrefois relever de la magie était désormais étayé par la physique et une ingénierie ingénieuse. Mais voici ce qui rend l'histoire encore plus fascinante. Depuis des générations, le peuple Rapa Nui raconte comment les Moai se déplaçaient, non pas à l'aide de cordes ou par la force brute, mais grâce à une puissance surnaturelle. Selon leurs traditions orales, les statues marchaient d'elles-mêmes, guidées par le mana, une sorte de force spirituelle ou d'énergie divine. Certaines histoires évoquaient un chef nommé Tuku Ihu
capable de commander aux statues grâce au pouvoir conféré par le dieu Makemake. D'autres récits attribuaient à de puissants prêtres, voire à un simple cuisinier, le pouvoir d'animer les statues par des chants et des rituels. Les Rapa Nui possédaient même une expression dans leur langue signifiant « se déplacer sans jambes ». Pendant des années, les érudits ont rejeté ces récits, les considérant comme des mythes, voire de simples symboles. Mais aujourd'hui, suite à ces expériences modernes, on commence à se demander si les Rapa Nui n'ont jamais été au sens littéral du terme. Leurs légendes auraient-elles pu avoir une origine bien réelle? En rassemblant tous les éléments, la théorie de la marche, la conception ingénieuse des statues, l'efficacité de la méthode et les récits anciens, il apparaît clairement qu'il ne s'agissait pas d'une simple intuition ou d'un heureux hasard. C'était une véritable prouesse d'ingénierie. Il s'agissait d'un savoir culturel transmis de génération en génération, préservé non pas dans des manuels scolaires ou des plans, mais à travers les chants, les récits et les rituels. N'est-il pas fascinant de constater l'étendue des connaissances de nos ancêtres, même sans les outils que nous tenons aujourd'hui pour acquis? Ainsi, ce qui semblait autrefois un mystère insoluble est devenu un puissant exemple de créativité et de résilience humaine. Les Moai n'ont pas traversé l'île grâce à une aide extraterrestre. Ils n'en avaient pas besoin. Ils marchaient, se déplaçant grâce à des cordes au rythme de la musique et à une profonde compréhension de l'équilibre de la physique et de la spiritualité. Et c'est peut-être là la plus grande découverte de tous les habitants de l'île de Pâques, n'avaient besoin de personne pour les sauver des étoiles. Ils possédaient déjà tout ce dont ils avaient besoin à portée de main, le savoir, la foi et la communauté. Quoi de plus puissant? Et cela nous amène à un point véritablement stupéfiant, la manière dont les ingénieurs de Tiwanaku ont intégré la géométrie sacrée au Puma Punku, non pas comme un simple ornement, mais comme un message codé, destiné à ceux qui seraient assez sages pour le déchiffrer. Croyez-moi, ce que vous allez découvrir changera à jamais votre vision du monde antique. Alors, restez avec nous. La vérité sur la population de Rapa Nui. Pendant très longtemps, l'histoire de Rapa Nui, plus connue sous le nom d'île de Pâques, a été racontée avec un profond sentiment de fatalité et de désespoir. On avait entendu dire que l'île avait jadis abrité une population immense qui avait cru trop vite, entraînant un effondrement environnemental, la famine, et finalement une communauté qui avait provoqué sa propre chute. Ce récit répété dans les manuels scolaires, les documentaires et même les conversations informelles présentait les habitants de Rapa Nui comme victimes de leurs propres excès. Mais aujourd'hui, les choses changent. Grâce à des outils modernes et à une approche novatrice, les archéologues réécrivent complètement cette histoire. N'est-il pas étonnant que la vérité puisse rester enfouie sous terre pendant des siècles, attendant le moment propice pour se révéler? Selon les dernières recherches, les estimations de la population de l'île chiffrées à 15-0, voire 30-0, personnes pourraient être largement surestimées. De nouvelles études fondées sur des preuves archéologiques plus précises suggèrent que le nombre réel d'habitants était bien inférieur, se situant entre 3 zéros et 4 zéros individus à son apogée. Et voici le plus surprenant, il ne s'agissait pas d'une société au bord de l'effondrement. En réalité, elle se portait plutôt bien. La population est restée stable et a même augmenté progressivement au fil du temps, sans croissance excessive ni non durable. La véritable catastrophe n'a commencé qu'avec l'arrivée des Européens en 1722. Ce contact a finalement conduit à des razzias d'esclaves dévastatrices au Pérou et à des maladies mortelles dans les années 1860. Ce n'est ni une mauvaise planification, ni la surexploitation des ressources naturelles qui ont mis la population à genoux. Ce sont des forces extérieures. Cela ne change-t-il pas notre perception de leur histoire?
Et en parlant de planification, la façon dont le peuple Rapa Nui gérait ses terres était tout simplement brillante. Grâce à des images satellites et des relevés, LIDAR des chercheurs ont fait une découverte étonnante. La quasi-totalité de la surface de l'île avait été soigneusement et intentionnellement modifiée pour l'agriculture. Même les espaces entre les statues Moai, ces têtes de pierre géantes devenues les symboles les plus reconnaissables de l'île, n'avaient pas une fonction purement cérémonielle. Ils faisaient partie intégrante du paysage vivant et productif. On peut se demander comment les habitants cultivaient la terre sur une île qui paraît aujourd'hui majoritairement rocheuse et aride. Eh bien, ils avaient plus d'un tour dans leur sac. L'une des techniques les plus remarquables était le paillage lithique. C'est une idée simple en réalité. Les insulaires ont répandu des roches volcaniques sur leurs champs, ce qui a permis de retenir l'humidité, de protéger le sol de l'érosion et même de l'enrichir en nutriments. Ils ont également aménagé des jardins de pierre appelés manavai, qui étaient des enclos circulaires en pierre faisant office de mini-serres. Ces structures bloquaient le vent, retenaient l'humidité et créaient un environnement plus favorable aux cultures. C'est assez incroyable quand on y pense comment ces gens vivant dans un environnement qui semble si hostile ont trouvé des solutions pour que la terre leur soit favorable et non défavorable. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Le sol de Rapa Nui, grâce à son origine volcanique, est particulièrement riche en nutriments. Cultivé avec soin, comme l'ont fait les habitants de Rapa Nui, il permet une agriculture durable pérenne. Les insulaires n'y ont pas seulement survécu, ils y ont prospéré. Ils n'ont pas saccagé leur terre. Ils l'ont travaillé avec soin et amour, et ça a marché. Il convient de s'arrêter un instant pour se demander pourquoi le récit traditionnel de l'effondrement et de la ruine a persisté si longtemps. Peut-être était-ce parce qu'il constituait une bonne mise en garde. Ou peut-être était-il plus facile de croire que les échecs étaient dus à leurs propres erreurs, plutôt que de reconnaître la dure réalité de la colonisation de l'esclavage et des maladies importées par des étrangers. Mais grâce à cette nouvelle compréhension, les Rapa Nui ne sont plus seulement un symbole de catastrophe écologique. Ils sont devenus une force plus grande, un peuple qui s'est adapté à innover et à prospérer dans un lieu que beaucoup jugeraient invivable. Alors que retenir de tout cela, il est peut-être temps de reconsidérer certains récits qui nous ont été contés, notamment ceux qui imputent aux anciennes communautés des catastrophes qu'elles n'ont pas provoquées. Le peuple de Rapa Nui a laissé derrière lui bien plus que de simples statues géantes. Ils ont laissé derrière eux un héritage de résilience, d'intelligence et d'une profonde conscience environnementale. Et aujourd'hui, enfin, cet héritage reçoit la reconnaissance qu'il mérite. N'est-il pas temps d'écouter plus attentivement ce que la Terre et le passé ont tenté de nous dire, non pas seulement les mythes, mais la Terre elle-même, les ruines et la sagesse qui murmure à travers les siècles? Car la véritable question que nous devrions nous poser n'est pas qu'ont-ils détruit, mais plutôt qu'est-ce qui a réellement causé ce déclin. Restez avec nous, car la vérité pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Qu'est-ce qui a réellement causé ce déclin? Pendant de nombreuses années, des gens du monde entier ont cru à une histoire plutôt sinistre concernant l'île de Pâques ou Rapa Nui, son nom traditionnel. Le récit populaire était à peu près le suivant. Les anciens habitants avaient imprudemment abattu tous leurs arbres, détruit leur environnement et finalement causé leur propre perte. Selon cette histoire, la surexploitation des ressources aurait provoqué leur propre effondrement, engendrant des guerres massives, voire du cannibalisme, et un déclin démographique bien avant l'arrivée du premier Européen sur l'île. C'est le genre d'histoire qui sonne comme une mise en garde, un rappel dramatique des conséquences d'une perte de sens des responsabilités. Mais aujourd'hui, grâce à des années de recherche scientifique moderne, cette histoire est sérieusement remise en question, voire complètement déconstruite. Et l'on ne peut s'empêcher de se demander comment nous avons pu nous tromper à ce point pendant si longtemps. Fred, un érudit
qui connaît parfaitement le passé complexe de Rapa Nui, explique que ce qui était autrefois considéré comme un fait acquis est désormais contredit par des preuves qui racontent une histoire bien plus porteuse d'espoir et franchement bien plus humaine. Il souligne que la fameuse théorie de l'écocide popularisée, notamment par l'auteur Jared Diamond, repose sur l'idée que les insulaires auraient abattu tous leurs palmiers pour déplacer d'immenses statues de pierre, les Moai, sans se rendre compte qu'ils détruisaient l'écosystème même dont ils dépendaient. Cette théorie suggérait qu'une fois les arbres disparus, le sol s'était érodé, les récoltes avaient été mauvaises, la famine s'était propagée et les habitants s'étaient entre-déchirés dans le chaos. Mais Fred a expliqué que de récentes découvertes archéologiques ont révélé une toute autre réalité. Et si, au lieu d'être des destructeurs insouciants de leur propre paradis, les habitants de Rapa Nui étaient en fait résilients, ingénieux et incroyablement adaptables? C'est la question que les chercheurs ont commencé à se poser en explorant plus en profondeur, au sens propre comme au figuré, l'histoire de l'île. Et les réponses qu'ils ont trouvées étaient surprenantes. Prenons par exemple les célèbres outils en obsidienne appelés Mata'a. Pendant des années, on a cru que ces éclats de verre volcanique aux bords tranchants étaient des armes témoins de conflits violents et de guerres tribales. Mais des études plus récentes suggèrent qu'il ne s'agissait pas du tout d'armes. Fred a mentionné qu'elles étaient probablement utilisées pour des tâches quotidiennes: le jardinage, la sculpture, la préparation des aliments, voire des rituels. Et cela change tout, n'est-ce pas? Soudain, l'image d'un effondrement violent devient plus difficile à défendre. Il a également souligné que les ossements des insulaires racontaient une histoire plus paisible. Les chercheurs ont examiné les crânes et les os, s'attendant à trouver des signes de traumatisme liés à la guerre, fractures, blessures, par armes, traces de combat. Étonnamment, seulement 2,5% des crânes étudiés présentaient des traces de blessures. Plus révélateur encore, la plupart de ces blessures étaient cicatrisées. Cela ne ressemble-t-il pas davantage à une société paisible qu'à une société engloutie par un effondrement violent? Et puis, il y a l'accusation de cannibalisme, peut-être l'aspect le plus sensationnel de cette vieille théorie. Fred secoua la tête, affirmant simplement qu'il n'y avait aucune preuve concrète pour étayer cette hypothèse. Aucun reste ne portait de traces évidentes de cannibalisme. Aucun os brûlé ou démembré comme on pourrait s'y attendre. Si les gens en étaient vraiment arrivés à se dévorer entre eux, d'où vient donc cette histoire? Probablement de malentendus d'exagération, et peut-être même des étrangers qui, lors de leur premier déplacement sur l'île, n'ont pas bien compris ce qu'ils voyaient. N'est-il pas troublant de constater avec quelle rapidité une version aussi sombre des événements a été acceptée sans discussion? Fred pense que ce qui s'est réellement passé sur l'île de Pâques est bien plus significatif et, à certains égards, encore plus impressionnant. Au lieu de s'effondrer, les habitants de Rapa Nui s'adaptèrent. Face à la raréfaction des arbres, ils développèrent de nouvelles techniques de culture, comme la création de jardins de pierre, qui contribuaient à retenir l'humidité dans les sols arides. À l'arrivée des explorateurs européens, la population de l'île était certes plus réduite, mais cela était davantage dû aux maladies, à l'esclavage et aux déplacements forcés qu'à une volonté d'autodestruction. N'est-il pas plus logique que des forces extérieures aient davantage contribué au déclin démographique qu'un effondrement interne? Alors, pourquoi la théorie de l'écocide a-t-elle persisté si longtemps? Fred soupçonne que c'était parce qu'elle offrait une leçon commode, une histoire dramatique servant de parabole moderne sur les dangers de la surconsommation et de la destruction de l'environnement. Ces leçons ne sont pas dénuées de valeur, mais peut-être les avons-nous appliquées aux mauvaises personnes. Dans notre empressement à défendre notre point de vue, avons-nous peut-être ignoré les faits et dressé un portrait injuste des Rapa Nui? N'est-ce que c'est un peu ironique d'utiliser un effondrement fictif pour apprendre aux autres à ne pas s'effondrer?
Finalement, Fred a déclaré espérer que les gens commenceront à voir l'île de Pâques, non pas comme un avertissement d'échec, mais comme une puissante histoire de survie. L'impact des maladies européennes et des razzias d'esclaves. On pourrait facilement croire que le déclin de l'île de Pâques, également connue sous le nom de Rapa Nui, est une histoire d'autodestruction d'un peuple qui, par imprudence, abattait ses propres arbres et anéantissait sa propre culture. Cette théorie a longtemps prévalu. Mais à mesure que la science moderne approfondit ses recherches, une vérité bien différente et infiniment plus déchirante se dessine, qui déplace la responsabilité des insulaires vers les forces de la colonisation de l'esclavage et des maladies. Le véritable désastre, comme le pensent désormais les historiens, n'a pas commencé avec l'abattage des arbres ou l'érection de statues. Il a débuté en décembre 1862, lorsque des négriers péruviens ont débarqué sur l'île. Imaginez l'horreur des étrangers arrivant par bateau, arrachant des centaines de personnes à leurs familles et les traînant par-delà les mers pour les soumettre au travail forcé. Environ 400 Rapa Nui, soit près de la moitié de la population de l'île, furent déportés. Ceux qui survécurent à cette traversée brutale vers le Pérou durent affronter des conditions inhumaines qui ne firent qu'empirer. Nombreux furent ceux qui contractèrent des maladies mortelles comme la tuberculose, la variole et la dysenterie. Et pourquoi les plantations de canne à sucre? Les mines. Les survivants furent littéralement épuisés au travail ou succombèrent aux maladies qui se propageaient dans les camps. Finalement, le monde prit conscience de leur sort. Des manifestations ont éclaté en Europe et ailleurs. Sous la pression croissante, le Pérou a été contraint de renvoyer les derniers Rapa Nui sur leurs terres natales. Mais ce sauvetage s'est accompagné d'une cruelle conséquence. Les survivants inconscients et sans protection ramenèrent de nouvelles maladies sur l'île. Ces maladies, la variole, la tuberculose, entre autres, se propagèrent rapidement parmi les habitants de Rapa Nui, dépourvus d'immunité naturelle. Ce ne furent pas seulement quelques personnes qui tombèrent malades. Tout le monde était touché. Les communautés s'effondrèrent sous le poids de la maladie et du deuil. La population chuta si brutalement qu'en 1877, il ne restait plus que 111 Rapa Nui sur l'île. Imaginez un peu de plusieurs milliers à peine plus d'une centaine. Comment une culture peut-elle se remettre d'une telle perte? Pourtant, pendant des années, on a persisté à croire que les Rapa Nui s'étaient autodétruits, qu'ils étaient en quelque sorte responsables de leur propre chute. On disait que les insulaires avaient déboisé leurs terres, épuisé leurs ressources, puis s'étaient entretués. Ce récit détourne opportunément l'attention de la culpabilité coloniale. Or, des études scientifiques récentes dressent un tableau bien différent et beaucoup plus juste. Grâce aux recherches génétiques modernes des scientifiques, ont examiné des vestiges anciens provenant de l'île et y ont découvert des preuves convaincantes. L'analyse ADN révèle qu'il n'y a pas eu de déclin démographique significatif avant l'arrivée des Européens. Au contraire, la population de Rapa Nui semble avoir connu une croissance régulière après la première colonisation de l'île, prospérant pendant des siècles dans son écosystème isolé. D'où vient donc la théorie de l'effondrement? Elle semble provenir d'interprétations erronées et peut-être d'une volonté de construire un récit tragique plus dramatique fondé sur les agissements de l'île. Mais la science ne ment pas. L'archéologie apporte un soutien supplémentaire à cette version révisée de l'histoire. Les études menées sur les célèbres moai, ces statues de pierre colossales, devenues emblématiques de l'île de Pâques, suggèrent qu'elles étaient encore construites bien après les premiers contacts avec les Européens en 1722. La datation au carbone 14 des plateformes sur lesquelles se dressaient les moai montre que leur construction s'est poursuivie jusqu'au 19e siècle, bien après l'effondrement supposé. Si la société s'était réellement désintégrée, qui continuait à construire ces monuments colossaux,
N'est-il pas plus logique d'y voir une communauté qui continuait de fonctionner, de créer malgré les menaces extérieures qui se profilaient? Alors, où tout cela nous mène-t-il? Que devons-nous penser de cette nouvelle version de l'histoire? Elle nous oblige notamment à repenser notre façon d'aborder l'histoire, en particulier celle des peuples autochtones. Le peuple Rapa Nui ne s'est pas effondré par manque de gestion. Ils furent ravagés par des forces qui les dépassaient largement, par des maladies venues d'ailleurs, par l'esclavage et par les répercussions de la colonisation. La théorie dite de l'écocide accuse injustement les victimes de leurs propres souffrances. Cela ne rappelle-t-il pas étrangement d'autres chapitres de l'histoire mondiale? En réalité, les habitants de Rapa Nui étaient ingénieux organisés et profondément liés à leur environnement. Ils ont maintenu un mode de vie durable pendant des siècles sur l'une des îles les plus isolées de la planète. Ils ont bâti une culture florissante, créé des œuvres d'art exceptionnelles et géré avec sagesse leurs ressources limitées. Leur déclin tragique ne fut pas dû à des problèmes internes, mais à l'arrivée brutale d'étrangers. Il ne s'agit pas seulement de rétablir la vérité historique. Il s'agit d'honorer la résilience du peuple Rapa Nui et de reconnaître les profondes injustices qu'il a subies. Cette nouvelle compréhension devrait en tout cas susciter un plus grand respect et une plus grande empathie. Après tout, combien de petites communautés isolées auraient pu survivre à ce qu'elles ont vécu? Alors, la prochaine fois que quelqu'un ressasse cette vieille histoire d'un peuple qui s'est autodétruit, peut-être est-il bon de se demander qui a réellement provoqué cette destruction et qui enfin dit la vérité. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour plus de contenu. Pour découvrir d'autres histoires palpitantes, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaîtra sur votre écran.